Donc le jardin botanique, cette réserve, le directeur de cette réserve naturelle et des scientifiques de Russie, de République populaire de Donetsk et de Lugansk ont organisé une conférence sur le thème de ces zones protégées, de la protection de ces zones à forte biodiversité qu'il faut absolument préserver et maintenir. Oui, bien sûr. Donc il y a eu 2 journées de discussion et une journée sur le terrain dans cette réserve. Donc ça a été une conférence très intéressante qui a montré qu'il y a une vraie volonté et des autorités et donc de toutes ces institutions de protéger l'environnement en République populaire de Donetsk. Donc de nouvelles zones de protection devraient être créées. Donc ils ont déjà identifié une 40aine de sites qui pourraient devenir de nouvelles petites zones protégées, de nouvelles petites réserves naturelles, et qui donc seront soumises aux autorités pour l'établissement, déjà en priorité d'au moins une bonne dizaine d'entre elles. Donc ça devrait très très vite aller dans ce sens-là. Donc c'est vraiment bien parce que ils montrent qu'ils attendent pas la fin de la guerre. Ils attendent pas que la situation soit totalement pacifiée pour déjà mettre en place un véritable État fonctionnel et qui prend en charge des aspects importants de la vie de ses concitoyens. Comme les plus de 700 km de routes réparées, comme tu le disais dans le site-rep précédent, hein. Ça prouve bien qu'il y a un engagement fort des autorités actuelles pour qu'il y ait une normalisation de la vie des citoyens au sein même des... Au moins normalisation et même amélioration. Voilà. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, les routes, à l'époque de l'Ukraine, c'était très très mal entretenu. C'était comme en Crimée, hein, d'ailleurs. En Crimée, c'était pareil. Hein, quand la Russie a récupéré la Crimée, ils sont lancés dans des énormes chantiers de rénovation des routes qui étaient dans un état lamentable. C'est la corruption, hein, qui a fait beaucoup de dégâts. Hein, c'est ça le problème. Oui, on le voit d'ailleurs avec leur fameux chantier là de murs à la frontière russe. Qui a à peine commencé, que une bonne partie des fonds a déjà disparu dans les poches des potentats locaux. Il n'y a pas besoin de chercher, c'est ce que disait d'ailleurs Denis Pouchiline quand il avait été interrogé sur la très grande propreté de la ville de Donetsk par Xavier Moreau, et il avait dit forcément maintenant on a mis les oligarques dehors, on lutte contre la corruption, donc forcément tous ces fonds qui étaient détournés, qui étaient mis dans les poches de certains, maintenant ces fonds sont disponibles, donc on peut les utiliser pour améliorer la situation, pour entretenir la ville, pour réparer les routes, etc. Donc c'est d'ailleurs peut-être contre ça que Kiev se bat aussi, c'est-à-dire que Donetsk est en train de montrer le contre-exemple de la situation qui existe non seulement Donetsk montre que il est possible de faire bien mieux que l'Ukraine, mais c'est même encore pire. C'est Donetsk et Lugansk sont en train de réaliser les idéaux du Maïdan. Oui. Les idéaux affichés du Maïdan, hein, je parle. Hein, ceux de la revendication populaire du départ, qui était la lutte contre la corruption, les oligarques, et puis l'amélioration de la situation. Et tout ça sous les bombes. Tout ça sous les bombes. Et d'ailleurs même un officier ukrainien avait sorti ça à la télé. Il y a une vidéo qui avait circulé sur YouTube où il disait le plus tragique, c'est que en fait les deux républiques populaires, donc le gars pourtant défend l'armée ukrainienne, c'est quelqu'un qui s'occupe des vétérans de l'armée ukrainienne, et il disait mais le plus incroyable et le plus dommageable, c'est que c'est eux qui sont en train de réaliser les idéaux du Maïdan. C'est eux qui sont en train d'être réellement indépendants, réellement libres, débarrassés de l'oligarchie. C'est eux qui sont réellement en train de lutter contre la corruption et d'améliorer la situation de leurs citoyens. Et ce, alors qu'ils se prennent des bombes sur la figure, alors que les deux républiques sont sous blocus économique, il faut quand même le rappeler, qui impose entre autres le fait qu'il n'y a pas de système bancaire fonctionnel, que il y a quasiment plus rien qui circule en termes de marchandises entre l'Ukraine et ici. Il y en a encore un peu, mais c'est plus la majorité. La majorité maintenant vient de Russie. Il y a un côté délicieux quand même du fait que les républiques peuvent fonctionner sans système bancaire. Oui, ça montre qu'en Occident, on nous rabâche à chaque fois qu'est-ce que deviendrait
notre pays, notre Europe, si nous n'avions pas un système bancaire. Et là, on a un pays sous les bombes qui se construit, qui s'améliore, dont la vie des gens est en constante amélioration, sans système bancaire fonctionnel. Sans système et bancaire. Ça marche. Voilà. Donc il y a quand même quelque chose qui est en train d'être créé avec. Donc il faut savoir qu'il y a une banque centrale qui a été créée en République populaire de Donetsk, qui a mis en place des systèmes des comptes, comme une banque normale, principalement pour les retraités et les fonctionnaires. Oui. Donc ils ont remis en état en fait un certain nombre de distributeurs qui fonctionnent avec des cartes. De la banque centrale, et ils essayent de développer de plus en plus la banque centrale comme une vraie banque, mais c'est une banque qui appartient à l'État. Oui, c'est pas le système bancaire classique, quoi. Voilà, c'est une création interne. C'est-à-dire, ils essaient de remettre en place un système bancaire tel qu'il devrait être, c'est-à-dire un système qui est vraiment pour rendre service, pour faciliter la vie aux gens, qui est pas là pour faire du pognon au maximum. C'est un organisme public, tout simplement. Public, voilà. Donc ils sont en train de montrer une voie totalement alternative au système qu'on a chez nous. Et en termes de protection de l'environnement, je pense qu'ils ont aussi les moyens d'aller aussi dans ce sens-là. Donc j'ai été invitée par les organisateurs de cette conférence à faire un petit discours sur la façon dont je pense que les républiques populaires, dans quel sens je pense elles devraient aller, et comment j'envisage les développements futurs en termes de protection de l'environnement, ce que j'espère quelque part pour les républiques populaires. Et comme je l'ai dit, je pense ils s'intéressent très fortement. Donc il y a des gens et dans le jardin botanique, mais aussi des représentants de la Russie. Donc il y avait des gens d'un institut de protection de l'environnement russe, des scientifiques russes qui étaient là, et qui ont montré un grand intérêt pour tout ce qui était permaculture, technique d'agroécologie. Ils connaissent. Il y a déjà des expérimentations qui sont en cours au jardin botanique, le plus grand jardin botanique de Moscou. Donc dans ce sens-là, donc ils sont déjà en train de mener des expérimentations pour tester ces techniques-là. Clairement, ces scientifiques m'ont dit que pour eux, les républiques populaires sont l'endroit idéal pour montrer que c'est possible. Extraordinaire, puisque là, en fait, contrairement à nous qui nous effondrons dans nos vieux concepts ou des concepts... non seulement qui s'effondrent dans ces vieux concepts, mais surtout le problème, c'est que dans tout l'Occident, le système a la mainmise totale. Donc ces grandes firmes que sont par exemple Monsanto, Bayer, etc. ont la mainmise sur tout le système. Voilà, donc elle bloque tous ces développements-là. C'est ça. Donc c'est ce qui fait que c'est oscillant. Ici, il n'y a pas toutes ces grandes firmes internationales, il n'y a pas tous les grands banquiers internationaux. Donc ici, on est beaucoup plus libre. Donc on peut mener ce genre d'expérimentation entre guillemets assez vite et assez facilement. Et donc clairement ces scientifiques m'ont dit ce sont des concepts totalement actuels et nous pensons vraiment que les républiques populaires en partenariat avec la Russie, nous on veut les aider à aller dans ce sens-là et à travailler main dans la main Russie, République populaire de Donetsk et de Lugansk pour aller dans cette direction-là. Donc il y a un véritable intérêt pour ces techniques et donc non seulement les deux républiques populaires ont été des précurseurs en termes de démonstration qu'il est possible de sortir du système, de résister contre lui, de se dresser contre lui, d'être réellement libre. Ils ont fait la preuve que ce courage, il existe au sein de l'humanité. Il n'est pas totalement perdu, ça existe encore, et que donc il est possible de se dresser avec succès contre le système. Mais en plus, ils sont peut-être bien partis pour montrer qu'il est possible d'aller encore plus loin et qu'il est possible vraiment de construire une société totalement alternative basée sur des systèmes réellement durables, aussi bien en termes d'agriculture que de production énergétique, que en termes de politique, de développement économique. Et ils pourraient être les précurseurs en montrant, nous ils seront peut-être les premiers à le faire.
Et moi, je veux vraiment encourager ces choses-là. Donc, je vais avoir des discussions avec ces scientifiques. Ils se sont montrés intéressés par... donc, il faut savoir que j'ai un certificat de design en permaculture. Je me suis beaucoup intéressée à ces sujets-là, donc je suis allée me former là-dessus en France, et donc ils se sont montrés très intéressés pour discuter avec moi, pour mettre en place ces projets, c'est-à-dire définir des étapes, définir voilà des choses à mettre en place pour aller dans cette direction-là. Donc j'aurai certainement de nouveau des choses à dire sur ces sujets. Très bien, très bien. Dans les semaines et mois à venir. Avec plaisir, oui. Donc on espère que, mais effectivement, ça fait plusieurs fois que je commence à parler de ces sujets-là. J'en ai parlé à Lugansk avec les représentants syndicaux qui sont aussi montrés assez intéressés. Donc là, devant ce parterre de scientifiques qui étaient là pour cette conférence. Donc ils sont au courant ici de ces alternatives et ils se montrent très intéressés. Donc c'est extraordinaire, tu vois. Qu'on les encourage là-dedans. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que quelque part, ils sont en train de réaliser à Donetsk et à Lugansk le rêve des républicains espagnols qui se sont malheureusement, eux, par contre, retrouvés seuls, tout seuls devant Franco et son armée de fascistes. Oui. Alors que là, ils ont un très grand frère juste à côté qui leur donnera tout ce qu'il faut pour réussir ce pari. Et c'est ça qui est... C'est un énorme espoir parce que si l'Espagne n'a pas réussi à obtenir ce rêve, à réaliser ce rêve à l'époque, les républicains espagnols, eh bien les Donbassiens vont le faire, ils vont le réaliser, ils vont aller jusqu'au bout de ce rêve. C'est extraordinaire, ça donne vraiment beaucoup d'espoir que quelque chose, un exemple criant soit là, un petit peu comme à une époque avec l'Islande qui avait envoyé les banquiers se faire voir, voilà. et puis de faire démissionner un gouvernement au complet. Ça laisse rêveur pour un grand nombre de Français comme moi qu'un jour ça puisse arriver en France parce que on étouffe ici. Ouais, ça je veux bien croire, effectivement. Chaque fois que j'étais en contact avec des gens qui sont revenus de Donbass en Europe, quand ils revenaient après, ils avaient l'impression d'être en prison. C'est ça qui est incroyable. Ici, on a la guerre à nos portes. Je veux dire, le front par rapport à là où j'habite est à quelques kilomètres, pas plus. Ouais. Et malgré ça, on est tellement plus libre ici. On est tellement plus libre. Donc, c'est ce qui explique que moi, je veux rester ici, parce qu'effectivement, cette liberté, elle n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix. Et ça, les gens du Donbass sont prêts à la défendre becs et ongles jusqu'à la dernière babouchka. Donc, c'est pour ça que Kiev ne pourra jamais gagner dans le Donbass. Ouais. C'est tout comme les divers envahisseurs n'ont jamais pu gagner contre la Russie. Parce que c'est un peuple laborieux, je veux dire, quand on passe du temps dans les mines. C'est un peuple extrêmement résilient, voilà. Parce qu'ils ont toujours vécu dans des conditions très difficiles. Ils ont aussi un attachement à la terre qui est extrêmement fort. Tu le vois d'ailleurs même dans la façon dont ils appellent leur pays, c'est la mère patrie. C'est la mère patrie. Ouais. Donc ils ont vraiment une relation quasiment maternelle avec leur terre. On trouve ça en Russie aussi. En Russie, voilà, oui, en Russie, dans le monde russe, je compte le monde russe au sens large. Oui. Dans le monde russe au sens large, voilà, c'est la mère patrie. C'est la mère patrie, c'est un attachement profond à la terre, à la nature. Donc on voit cette réserve là qui avait été créée il y a 90 ans, était une des premières de l'URSS. Et l'URSS avait créé quand même un grand nombre de réserves naturelles. Il y avait des normes en termes d'implantation de végétation dans les villes. À l'époque soviétique, donc il fallait un minimum d'arbres et de végétation par kilomètre carré. C'est pour ça que toutes les villes de l'ex-Union soviétique sont remplies d'arbres, de grands parcs. Elles sont surtout très étendues, un petit peu comme en Allemagne d'ailleurs, mais ça, les conséquences sont très différentes, puisque en Allemagne, ils ont reconstruit les villes parce qu'elles avaient été copieusement démolies. Démolies, donc, voilà. Autant faire une ville aérée, espacée, plutôt que de...
Voilà, mais effectivement, donc il y a vraiment un attachement profond à la nature, à leur terre. C'est un peuple donc qui a effectivement vécu pendant des siècles dans des conditions très très difficiles, pas seulement à l'époque de l'Union soviétique. Hein. Juste avant l'Union soviétique, il y avait encore le servage hein, en Russie. Donc c'est un peuple qui a toujours eu des conditions de vie très difficiles, qui a été habitué à ça. Qui a donc développé une autonomie et une résilience énorme. Oui. Et en plus, ici, dans le Donbass, c'est une terre de mineurs. Oui. Donc moi, je suis descendu dans une mine. Je suis descendu dans une de leurs mines de charbon à plus de 1200 mètres sous terre. C'est atroce, enfin, c'est vraiment hard, hein. C'est vraiment très très dur. Hein. Quand vous êtes à moins 1200 mètres, il fait une chaleur terrible malgré la ventilation. Ça sent les gaz, l'air est très très lourd, très difficile à respirer. Le moindre effort, vous perdez 1 litre d'eau et vous avez le cœur qui pompe. C'est terrible, hein. C'est vraiment épuisant. C'est interdit pour les claustrophobes. Hein. Interdit pour les claustrophobes, les gens qui ont des problèmes de pression artérielle, de cœur, etc., etc. Hein. Je vous garantis, c'est vraiment terrible. Hein. Même marcher 1 heure là-dedans, et ces hommes et ces femmes qui travaillent là-dedans, ils travaillent 6 heures par jour dedans. 6 heures par jour. Donc on imagine bien que des gens qui côtoient la mort quotidiennement, puisque bon, dans ces mines, malheureusement, on ne peut jamais totalement exclure les coups de grisou, ça arrive encore régulièrement. Il faut savoir qu'il y a du méthane, donc pour ceux qui ne savent pas. Dans les mines de charbon, il y a des poches de méthane qui sont liées à la formation du charbon. Malheureusement, on ne sait pas faire sans. Et malgré toutes les précautions comme la ventilation, les sas de sécurité, il arrive régulièrement des accidents dans les mines, aussi bien en Ukraine qu'en Russie ou en Chine, où il y a aussi des mines de charbon. Donc les mineurs, ce sont des gens qui sont confrontés à la mort tous les jours. Le risque de mourir, il est constant pour eux. Et ils travaillent 6 heures par jour dans cet environnement littéralement infernal. Donc c'est clair que ces gens-là, voilà, même sur le ils ont une résistance physique et psychologique terrible. Oui. Oui. Donc c'est pas des gens qui plieront le genou, c'est pas des gens qui se mettront à genoux, c'est pas des gens qui se soumettront. Et c'est des gens qui sont prêts à endurer physiquement les pires tourments, mais qui resteront debout. Et c'est ce qu'on voit actuellement. Donc c'est clairement un peuple qui a une mentalité très très particulière. Et donc c'est pour ça qu'on veut actuellement, avec l'agence de presse pour laquelle je travaille, donc Doni Presse, permettre à des Occidentaux de venir ici. Oui. Donc pas seulement des politiciens ou des journalistes, mais aussi des monsieur et madame lambda, donc des gens qui sont employés de bureau, ouvriers, retraités, autres. Et qui ont envie de se faire une opinion par eux-mêmes. Qui veulent, qui s'intéressent à ce qui se passe dans le Donbass et qui veulent venir voir par eux-mêmes ce qui se passe. Parce qu'effectivement, beaucoup peuvent dire oui, mais voilà, ce que nous on écrit, on a un parti pris pro-Donbass, de l'autre côté on a les médias pro-occidentaux. Donc on offre la possibilité aux gens qui sont ni des politiciens connus, ni des journalistes venus ici pour faire un reportage, mais qui s'intéressent à ce qui se passe ici et qui veulent en savoir plus, qui veulent voir de leurs propres yeux ce qui se passe, qui veulent voir la vérité, de venir ici. Donc il faut savoir que plusieurs groupes ont été organisés par langue. Et donc un groupe est prévu pour les francophones, c'est-à-dire français, suisse, belge, québécois, pays d'Afrique francophone, du 16 au 22 octobre 2016. Donc il y a déjà plusieurs personnes qui se sont montrées intéressées, qui ont demandé à s'inscrire. Ce sont des groupes que l'on veut volontairement maintenir de petite taille, donc des groupes de 15 personnes maximum. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées, qui sont disponibles, qui veulent venir durant ce groupe du mois d'octobre, on va leur fournir l'URL à la fin de la vidéo, oui, tout à fait. Pour qu'ils puissent aller découvrir toutes les informations, tout ce qui est organisation, programme, modalité d'inscription, prix.
C'est relativement modique. On reste en dessous d'un total de à peine un peu plus de 300 € pour le circuit, avec les transports, les entrées, l'hébergement et les frais d'organisation, auxquels il faut bien sûr rajouter le billet d'avion et les frais de visa pour aller jusqu'à Rostov. Donc le circuit partira et reviendra à Rostov-sur-le-Don, dans le sud-ouest de la Russie. Est-ce que les repas sont inclus? Est-ce que les repas sont inclus? Certains repas, donc tous les petits déjeuners et 2 dîners spéciaux, dont un qui a lieu le premier jour de l'arrivée pour présenter le programme, que tout le monde apprenne à se connaître, voilà, présenter qui sera leur guide, etc. 2 dîners sont inclus dedans. Le reste des repas sera à la charge des personnes, mais enfin ici le niveau de vie est tel que franchement pour 10 €, vous mangez très bien avec les boissons, etc. Donc franchement, il y a moyen de manger pour pas cher ici et de manger de la très bonne nourriture locale. Voilà. Ça vient du jardin d'à côté, quoi, en gros. Quasiment, ouais. Il y a beaucoup de produits qui sont locaux, de par le blocus oui, forcément, il est obligé d'être autonome à ce niveau-là. D'être autonome, donc et ce qui ne vient pas d'ici vient de Russie, certains produits de Turquie ou de Géorgie aussi, via la Russie, bien entendu. Donc voilà. Donc pour ceux qui sont intéressés, dépêchez-vous parce que les places commencent à se remplir assez vite. Donc on va, je pense, très très vite atteindre la limite des 15 personnes. D'autres groupes seront organisés ultérieurement si jamais vous n'êtes pas disponible pour ces dates-là. Voilà, ne soyez pas désespérés. On va organiser d'autres groupes régulièrement. Le premier groupe a été un groupe de Finlandais qui était vraiment très très content de son séjour. Ils ont tous clairement dit, ça leur avait vraiment ouvert les yeux sur, même si beaucoup savaient déjà la vérité, le fait de voir par eux-mêmes avait été quand même... de pouvoir dire j'ai vu de mes propres yeux ce qui s'est passé, et pas de dire c'est quelqu'un qui m'a dit que... C'est différent, voilà. C'est très différent. C'est très différent. Et donc ces personnes à leur retour sont en train de créer une organisation d'amitié Finlande-Donbass qui va aider à mettre en place des projets communs qui, je pense, se transformeront en centres représentatifs comme en République tchèque. Et donc le but, c'est vraiment d'arriver à faire ça dans d'autres pays. Donc il y aura un groupe italien, un groupe français, un groupe allemand, un groupe espagnol, un groupe international, anglophone aussi, qui sera au mois de novembre. Donc pour ceux qui pourraient pas venir en octobre, mais qui parlent bien l'anglais, ils pourraient potentiellement se greffer sur ce groupe-là. D'accord. Donc voilà. Mais on va organiser des rotations avec des groupes assez réguliers. Donc il y aura d'autres opportunités pour les francophones. D'accord. Très bien. Voilà. On a fait le tour de la question pour la semaine qui vient de s'écouler. Je pense, sauf si tu as d'autres questions. Non, je crois que on va consacrer peut-être un des prochains sitrep à vérifier dans le détail à quoi consistent les accords de Minsk 2. Oui. Parce que comme ça, au moins, les choses auront été dites très précisément. Oui. Et ça fera référence un peu pour savoir sur quoi on peut... quel élément en tout cas on peut se raccrocher pour expliquer que Kiev est en train de jouer un jeu extrêmement dangereux et ignoble dans le Donbass. Voilà. Oui, tout à fait. Voilà. Très bien, merci Christelle. À la prochaine bonne fois. Fin de journée, Tom. Bon courage. Et puis la fin de ce site et on se retrouve dans une semaine. Ça marche. Prudence. À bientôt. Merci. Au revoir. Ciao.